Accueillir la présidente de Sea Shepherd France, Lamia Essemlali. Merci d'abord à vous d'avoir accepté de venir. Donc j'imagine que vous avez j'imagine que vous avez beaucoup de questions à lui poser. Donc ce que je vous propose, c'est que moi j'ai évidemment quelques questions à lui poser également. Donc intervenez quand vous le souhaitez, levez la main. Nous avons un micro ici, je vous passerai. L'idée, c'est de faire un échange entre elle et vous, et que vous puissiez repartir avec toutes les réponses des questions auxquelles vous vous posez. Donc Lamia, vous avez créé l'antenne Sea Shepherd de France en 2006, je crois. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans cette association ? Alors au départ, moi j'ai toujours eu un attachement et un intérêt pour les animaux. Donc c'est ce qui m'a poussé dans un premier temps à m'investir un peu dans le milieu écologiste. Donc d'abord dans des organisations qui avaient pignon sur rue, comme Greenpeace ou WWF. Et c'est en fait ma rencontre avec Paul Watson à Paris en janvier 2005 qui a marqué le déclencheur de mon engagement au sein de Sea Shepherd. Donc ce jour-là, j'ai entendu Paul tenir une conférence où il a exposé un peu sa philosophie, son combat et le contexte global dans lequel on est par rapport aux océans. Ça m'a énormément touchée. Je me suis reconnue en fait dans ses propos, dans sa vision. Et donc j'ai été le voir à la fin de cette conférence et je lui ai dit que j'avais envie de m'engager avec lui, avec cette association qui me parlait particulièrement parce qu'elle était très interventionniste. Et moi j'avais envie d'agir, et c'est vrai que je commençais à me sentir un peu à l'étroit dans ce que proposaient les autres organisations. Et du coup c'est allé très très vite à partir de ce moment-là, puisque l'été suivant j'étais déjà sur le bateau en Floride pour une première mission aux Galapagos, et puis on a enchaîné l'hiver d'après en Antarctique. Et en revenant en France, après cette expérience de terrain, j'ai eu très très envie de lancer l'organisation en France parce qu'elle n'existait pas. Et c'est vrai que d'être en mer sur un bateau qui avait 50 ans d'âge à l'époque, aux confins du monde, en Antarctique, à être finalement les seuls à essayer de sauver des baleines dans un sanctuaire baleinier international, ça me semblait complètement fou. Et finalement, on était extrêmement limité par les moyens, puisque le bateau qu'on avait faisait 10 nœuds maximum, qu'on avait finalement aussi assez peu de moyens pour financer le carburant. On a été obligé d'écourter la mission avant la fin de la saison de chasse, ce qui était extrêmement frustrant pour l'équipage. Je me souviens qu'on avait coupé le chauffage à bord du bateau et on dormait avec des bouillottes pour essayer d'avoir une semaine de plus sur le terrain. Et je me suis dit, il faut qu'on donne plus de moyens à cette organisation pour avoir les moyens de ses ambitions, puisque la volonté, le courage, la passion, la détermination, tout ça, Sea Shepherd l'avait, mais manquait cruellement de moyens. Alors rappelez-nous en quelques mots la philosophie de Paul Watson et de son activisme en fait. Alors il y a plusieurs façons de la décrire, mais je pense que le moyen le plus simple, s'il y a un mot, ça serait le biocentrisme. C'est-à-dire en fait finalement qui s'oppose à l'anthropocentrisme, donc simplement le fait de ne pas considérer l'être humain comme étant au sommet de la vie, maître et possesseur de la nature, mais comme un élément parmi d'autres, une espèce parmi d'autres qui fait partie d'un tout. Donc on a tendance à parler de l'homme et la biodiversité, mais l'homme fait partie intégrante de la biodiversité. Et ça semble simple, mais en fait ce simple postulat de départ change toute la donne. C'est tout notre rapport au monde en fait qui en découle. Et à partir de là, effectivement, on peut que s'ériger contre les injustices énormes que nous infligeons au reste de la vie, déjà à nous-mêmes, mais au reste de la vie. Et finalement, ces injustices qu'on inflige aux autres formes de vie ne sont que la continuité de ce que nous nous infligeons à nous-mêmes, en fait, aux plus faibles d'entre nous. Et c'est pour ça que je me reconnais particulièrement dans cette citation de Milan Kundera,
qui est extraite de L'insoutenable légèreté de l'être. Je la connais pas par cœur, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que le test ultime de la bonté de l'homme tient dans son rapport aux plus faibles et à ceux qui sont à sa merci, et donc aux animaux. Et c'est là qu'est la faillite fondamentale de l'homme, si fondamentale que toutes les autres en découlent. Donc vraiment, c'est pas une question satellite ou secondaire, notre rapport aux animaux, notre rapport au monde vivant, notre rapport à la nature. C'est central, c'est essentiel. Et ça nous renvoie à notre rapport à nous-mêmes. Et finalement, derrière la philosophie de Sea Shepherd, derrière toutes ces actions coup de poing qu'on peut mener en mer, qui sont très, très visuelles, il y a cette réflexion profonde. Et c'est ça qui motive toutes les actions qu'on mène, en fait. Alors, quelles sont les dernières missions qui ont été menées aussi bien en France qu'à travers le monde, les missions les plus importantes, parce qu'évidemment, il y en a tellement. Ça, c'est la question la plus difficile, parce qu'aujourd'hui, en fait, on fait tellement d'actions qu'on n'a même pas le temps de communiquer sur tout ce qu'on fait. Et c'est difficile de... Alors, parlons en France, par exemple. On peut parler des filets en fantômes. France, effectivement, cette année, on est sur la troisième session de l'opération Mare Nostrum, qui est une campagne de récupération de filets fantômes. Donc les filets fantômes, ce sont des engins de pêche, essentiellement des filets, mais aussi des casiers qui ont été abandonnés ou perdus en mer et qui continuent à pêcher pendant des années. Ça représente à peu près 10% de tous les déchets dans l'océan. Et c'est un problème qui n'est pas du tout pris à sa juste mesure. C'est vraiment éthiquement et moralement particulièrement choquant, parce qu'on est déjà dans une problématique où on est en train de vider la mer. Et là, clairement, en plus, c'est des engins de pêche qui pêchent pour personne, qui sont là juste parce que... Qui tuent pour tuer, quoi. Voilà, et ça peut durer pendant des années, puisque aujourd'hui les filets de pêche sont pour l'essentiel en nylon. Pas biodégradables, du coup. Pas biodégradables, et donc continuent à tuer, à capturer comme ça pendant des années. Donc on a récupéré des kilomètres et des kilomètres de ces filets. On peut en faire un petit bilan là, aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, par exemple, on a sorti 300 kilos de filets en Espagne. La première année, on avait sorti à peu près 6 km, l'année d'après aussi. Là, on pourra faire le bilan de la fin septembre. On va tout calculer. Et puis, on en profite aussi pour récupérer des déchets plastiques, ce genre de choses. Une campagne très importante qu'a lancé la France cette année, c'est à Mayotte. Mayotte, c'est le 101e département français, département depuis 2011. On débarque à Mayotte et on découvre en fait une situation complètement chaotique. C'est une sorte de paradis qu'on a transformé en enfer en très peu de temps. Déjà, Mayotte, c'est le 4e plus grand lagon du monde. Vous imaginez les animaux marins qui vous passent par la tête, vous avez de grandes chances qu'ils soient dans le lagon de Mayotte. Dauphins, requins, baleines. Particulièrement il y a 600 espèces de coraux, 700 espèces de poissons. Voilà. Et c'est un paradis qui est braconné tous les jours, en toute impunité. Nous, on est arrivé à Mayotte fin juin, en se focalisant au départ sur le braconnage des tortues. Donc les tortues marines qui sont en voie de disparition, hein. Toutes les espèces de tortues marines sont en voie de disparition, et elles sont braconnées régulièrement sur les plages à Mayotte quand elles viennent pondre. Donc on a mené... Pour la consommation humaine. Oui, en fait, là, ils consomment la viande. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un marché noir maintenant de viande de tortue qui est très lucratif. Et malheureusement, elles sont des proies extrêmement faciles. Et il n'y a aucune surveillance, ou quasiment aucune, sur les plages. Donc très très peu d'efforts sont faits. Il y a peut-être une volonté de la part de certains, mais qui n'est pas accompagnée de moyens. Et ceux qui voudraient pouvoir faire quelque chose, en fait, n'ont pas les moyens de le faire. Et ceux qui ont les moyens de le faire ne le font pas. Donc c'est le problème. Du coup, on a fait plus de 150 patrouilles là depuis fin juin. On a permis de protéger les montées de plusieurs centaines de tortues. On a assisté aussi malheureusement à des scènes dramatiques de braconnage sur des cas où on est arrivé 20 minutes ou une demi-heure trop tard.
des bébés tortues qui éclosent sur les plages de Mayotte et qui doivent slalomer entre les déchets, les bouteilles plastiques pour rejoindre la mer. Donc il y a vraiment tout qui est à faire à Mayotte, ça en vaut vraiment la peine. C'est un joyau dont la France a la responsabilité. Et la France est malheureusement pas à la hauteur de sa responsabilité. Donc on essaye d'alerter là-dessus et vraiment pour nous les tortues c'est une porte d'entrée parce qu'il y a vraiment tout à faire, y compris au niveau des enfants qui sont laissés à l'abandon et qui pourront aussi devenir de futurs braconniers. Mais il y en a beaucoup qui finalement ne demandent que ça. Protéger le lagon. Il y a une volonté quand même des Mahorais de sauver ce lagon parce qu'ils savent que c'est leur trésor. Et donc c'est une campagne qui est très importante pour nous et pour moi à titre personnel parce que l'enjeu est important, la situation est urgente, il est tard mais il n'est pas trop tard. Et ça vaut vraiment, vraiment la peine de se battre pour sauver cette île. Mais alors, que fait-on en France? Parce qu'il y a une législation quand même qui est pour le coup assez stricte, une législation française. Que fait-on? Alors le problème c'est qu'il y a un gouffre entre les lois, ce qui est écrit sur le papier, et la situation sur le terrain, leur mise en application. Voilà, ce que je disais, le lagon est braconné tous les jours et rien n'est fait pour l'empêcher. Parce qu'il n'y a pas de réelle volonté aussi d'endiguer ça. Il y a aussi un problème qui est particulier à Mayotte, c'est que c'est une île qui fait partie de l'archipel des Comores où il y a énormément de migrants qui débarquent des Comores pour venir à Mayotte. Mayotte est la seule île française de l'archipel, donc en fait pour beaucoup de Comoriens où la situation est terrible, venir à Mayotte, notamment il y a beaucoup de femmes comoriennes qui viennent accoucher à Mayotte pour que leur enfant devienne français. Ils voient ça comme l'Eldorado en fait. Ils pensent qu'ils vont être sauvés et c'est pas du tout le cas parce qu'il y a des centaines et des centaines d'enfants qui sont dans les bidonvilles de Mayotte. Quand on voit les images des bidonvilles de Mayotte, on a peine à croire qu'il s'agit de la France. Donc il y a une... En fait c'est imaginer un peu Calais mais à l'échelle d'une île paradisiaque où il y a une biodiversité endémique, inestimable, irremplaçable qui est en train d'être dévorée vivante. Voilà. Donc il va falloir résoudre ce problème-là aussi si on veut sauver l'île. Donc c'est compliqué. Mais de votre point de vue, il n'y a que l'activisme qui peut faire avancer les choses dans des cas comme ça? Je dirais que l'activisme à la sauce Sea Shepherd, il a cet intérêt de capter l'attention. Donc le fait d'avoir des missions qui sont coup de poing, qui sont un peu médiatisées, qui font parler, qui font réagir, ça permet d'attirer les projecteurs sur des enjeux sur lesquels malheureusement les médias communiquent peu, ou les gens n'ont pas connaissance. J'ai lu des rapports scientifiques explosifs, extrêmement intéressants, mais complètement indigestes, qui passent complètement à la trappe. Et toutes ces infos, elles ne passent pas dans le grand public. Elles sont trop indigestes. Donc c'est vrai que Sea Shepherd, c'est concret, ça parle aux gens, ça parle aussi beaucoup aux enfants, parce qu'ils aiment ce qui est concret. On ne peut pas leur blablader, tourner autour du pot. Ils posent les vraies questions, les bonnes questions, et ils savent reconnaître l'action. Donc du coup, voilà, ça permet de mettre sur la table des sujets qui autrement passeraient sous silence. Après, bien sûr, il y a plein d'autres façons d'agir, mais on ne fait pas que de l'action, parce qu'on fait énormément de conférences, on sort des livres, des documentaires, donc on fait aussi de la sensibilisation, mais ça, c'est un complément. C'est un complément. Alors, vous dressez un état des lieux, un bilan assez, je trouve, effrayant, c'est que la surface chalutée chaque année est 150 fois supérieure à la déforestation. Quelles conséquences immédiates de votre point de vue à court terme et à long terme de cet état des lieux? En fait, c'est vrai qu'il faut imaginer des bulldozers sous-marins qui font des sortes de coupes à blanc dans des écosystèmes qui ont mis des siècles, des millénaires à se former.
la conséquence, c'est qu'on est en train de tuer l'océan. Donc, et le problème, c'est qu'il y a cette surface d'eau qui fait que tout se passe en dessous. On voit pas. Voilà. Si la surface était transparente, ça changerait tout. Parce qu'on verrait à la fois la beauté, donc on rechignerait davantage à la détruire, et en même temps on verrait aussi les dégâts que sont les déchets, donc ça choquerait, ça pousserait à agir. C'est comme quand lors de la première opération Mare Nostrum à Marseille, dans le vieux port de Marseille, on a fait une plongée pour montrer un peu ce qui se passait sous l'eau. En filmant, c'est ça? En filmant, ça a été le choc, parce que vous avez d'un côté la carte postale du vieux port de Marseille, typique, pittoresque, et puis quand vous mettez la tête sous l'eau, c'est une décharge avec tous les déchets que vous pouvez imaginer, avec des milliers de filets perdus, avec des petits poissons pris dedans, des cuvettes de WC, des voitures, tout ce que vous pouvez imaginer de notre vie quotidienne est là-dessous. C'est une décharge, alors pas à ciel ouvert, mais sous l'eau. Voilà. Parce qu'il faut quand même rappeler que l'océan est à l'origine de la vie humaine, et que, en fait, si on n'a plus d'océans qui vivent, l'être humain va disparaître. Effectivement, déjà on vient tous de l'océan, et nous sommes tous des enfants de l'océan, et très clairement, même si nous avons évolué, nous sommes aujourd'hui des animaux terrestres, notre vie est directement liée à celle de l'océan. Très concrètement, vous devez plus d'une inspiration sur 2 à l'océan, à la vie marine. Pourquoi ? Parce que c'est la vie marine, c'est l'océan qui produit plus de 50% de l'oxygène que nous respirons. C'est la première source d'oxygène, c'est la première source de captation du dioxyde de carbone, c'est le premier poumon de la planète. Et c'est pas l'eau salée qui fait tout ça, c'est la vie marine. C'est les dauphins, les baleines, les requins, les phoques, les poissons. Et je pourrais descendre plus bas dans l'échelle. C'est tout ce petit monde-là qui sont des ouvriers de cette machinerie extraordinaire qui est l'océan, qui nous permet de vivre. Donc quand on nous pose la question, parce que ça arrive, qu'on nous dise c'est quand même... oui, effectivement, si les baleines disparaissent, c'est dommage, mais bon, finalement qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de tous les jours ? En fait, ce que ça va changer, c'est que vous ne le verrez pas, le monde sans baleines. Vous ne le verrez sans doute pas, parce que si on n'arrive pas à sauver des animaux qui sont aussi charismatiques que les baleines, on n'arrivera à sauver rien d'autre. On ne pourra pas sauver les requins qui ont cette réputation de mangeurs d'hommes, on ne pourra pas sauver les thons, on ne pourra rien sauver d'autre, on ne pourra pas sauver l'océan. Et si on ne sauve pas l'océan, eh ben, on ne se sauvera pas nous-mêmes. Donc c'est QFD. Un monde sans baleines, c'est un monde sans nous. Et puis, vous dites également, il y a une image assez forte, c'est que si on ne sauve pas les baleines, on ne sauvera pas le climat. Oui, parce qu'en fait, là encore, c'est une image, mais ça repose sur une réalité. C'est que, comme je le disais, c'est l'océan qui fournit plus de 50% de l'oxygène qu'on respire. C'est la première machine de régulation du climat, et ça marche grâce aux animaux marins. Alors pourquoi ? Déjà parce que, très concrètement, le phytoplancton qui est à la base de tout ça, en fait, se maintient grâce aux nutriments qui sont dans les excréments des animaux marins. Une baleine bleue produit à peu près 3 tonnes d'excréments par jour. Ce sont des excréments qui sont très riches en azote et en fer, qui sont la principale source de minéraux dont a besoin le plancton. On a perdu 40% du plancton sur le siècle écoulé, et c'est parce qu'en fait on a exterminé les grandes baleines. Tout ça c'est lié. Donc en fait le caca des baleines peut sauver le climat. C'est une image. Voilà. Pour dire les choses de manière un peu condensée, c'est un peu ça. Alors, pour vous, quelle est la problématique numéro 1 des océans ? Est-ce que c'est la surpêche ? Est-ce que c'est la pollution ? Alors, à l'échelle de la planète, la première menace sur la biodiversité, c'est pas le climat, c'est la destruction des habitats. En mer, je pense que ça... On est dans une course contre la montre. Il y a la surpêche et la pêche illégale. Effectivement aussi la pollution plastique qui cause énormément de dégâts. Mais quand on regarde les prédictions des Nations Unies, qui tablent sur un effondrement des pêcheries commerciales d'ici à 2048, concrètement ça veut dire la mort de l'océan, donc dans une trentaine d'années.
Parce qu'on considère l'océan comme un garde-manger, en fait. Parce qu'on considère effectivement la vie marine d'abord et avant tout comme une source alimentaire. Donc le poisson, on a tendance à le considérer comme une source de protéines d'abord et avant tout. Or, avant d'être une source de protéines dans l'assiette de qui que ce soit, les poissons sont les ouvriers de cette machinerie dont je vous parlais, qui permet de maintenir le climat, de maintenir l'équilibre planétaire. Donc on est dans un rapport à l'océan qui est faussé, en fait. Et il s'agit de dépasser un peu cette vision-là. Avant d'être un garde-manger pour l'humanité, l'océan remplit une fonction bien plus grande et bien plus essentielle. Donc après, il y a des gens, effectivement, qui dépendent des poissons pour vivre, mais c'est une minorité par rapport à tous ceux qui consomment du poisson. La majorité des gens qui consomment du poisson n'en ont pas une nécessité absolue et pourraient très bien s'en passer. Et le problème, c'est que dans un monde où on était 500 millions, on pouvait éventuellement se permettre quelques excès, mais aujourd'hui, on est plus de 7 milliards, et plus de 7 milliards d'êtres humains qui mangent de la viande et du poisson. Et je parle de la viande aussi parce que la consommation de viande influe directement sur l'océan, puisque 40% de ce qui est pêché dans l'océan sert à nourrir les animaux de ferme et les poissons d'élevage. Donc plus de 7 milliards d'êtres humains qui se comportent comme ça au niveau alimentaire, c'est absolument pas jouable sur le long terme. Mais est-ce que c'est diminuer la pêche ou est-ce que c'est diminuer la pêche, la surpêche et la pêche à tout prix, enfin faire avoir des filets énormes qui traînent tout et n'importe quoi? Alors déjà, je pense qu'il faut absolument en finir avec l'échelle industrielle. La pêche à l'échelle industrielle, c'est vraiment c'est une catastrophe. Mais la pêche, elle est devenue industrielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de demandes et de consommateurs, et qu'il faut donc alimenter des supermarchés qui sont à des centaines de kilomètres de la mer, et que voilà, il y a un marché de plusieurs milliards de personnes qui veulent manger du poisson. Donc forcément, on passe à une échelle industrielle. Donc il faut prendre le problème à rebours, et il faut que nous on revoie nos habitudes alimentaires. Et il faut vraiment qu'on évolue à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'on a du mal à évoluer. Déjà, la prise de conscience, elle est lente, alors qu'à côté de ça, les choses vont très très vite. Et en même temps, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Non, mais alors ça veut dire quoi, changer nos habitudes alimentaires? Ça veut dire simplement manger moins de poissons? Alors, ou les choisir? Moi, je suis partisane du fait que qui ne dépend pas du poisson pour sa survie ne devrait pas en manger. Laissons ce poisson à ceux qui en ont vraiment besoin. Les petits pêcheurs de Mayotte, par exemple, qui en vivent. Alors, oui, à Mayotte, il y a des dérives aussi, malheureusement. Mais un très bon exemple, c'est la campagne qu'on mène, par exemple, au Gabon en ce moment. Donc, l'Afrique de l'Ouest, c'est la zone du monde qui est la plus braconnée au monde. Il y a énormément aussi de surpêche. Donc, quand je dis surpêche, c'est pas forcément pêche illégale. C'est une pêche qui est trop importante pour l'écosystème. On a ramené des images d'une opération de pêche au thon au Gabon, qui montre un peu ce que c'est que la pêche industrielle au thon. C'est un bateau qui appartient à Sopiquet, qui est en train de tuer des centaines de requins, des requins-baleines. Il y a aussi des baleines qui sont prises dans ces filets. Voilà, Sopiquet, c'est le thon en boîte qu'on retrouve dans nos supermarchés. Donc pour que nous, on ait ce thon en boîte, il y a un vrai carnage qui est fait ailleurs. Et puis surtout, les petits pêcheurs gabonais, qui sont, eux, à une échelle artisanale, et qui dépendent bien plus de ce thon que nous, ils peuvent pas lutter. La compétition est trop rude. Donc en fait, on crée aussi de la misère dans ces pays, qui crée... qui est un terreau en fait qui nourrit aussi après des conflits, des guerres, du terrorisme. Tout ça est lié. Et quand je parlais tout à l'heure de sensibilisation, on essaye aussi justement d'alerter l'opinion publique dans nos pays sur l'impact de nos choix alimentaires ailleurs. Sachant que finalement, tout est lié, la planète elle n'est pas si grande que ça. Et
Si on est en train de détruire l'océan en Afrique de l'Ouest, c'est déjà d'une part parce qu'on a déjà largement pillé ce qu'il y a près de nos côtes. C'est à peu près au mois de mai, je crois, que les Français ont consommé les poissons français, de nos côtes à nous. Donc tout le reste du temps, c'est du poisson qu'on pêche ailleurs et qu'on va pas aller pêcher au large de New York. Hein. Non, on va aller pêcher là où il y en a encore, c'est-à-dire là dans les pays où la pêche industrielle a moins d'ancienneté, où il reste encore un peu plus que par chez nous. Donc si on se base uniquement sur ce qu'il y a pour imager dans notre frigo, on n'a clairement pas de quoi satisfaire la demande. Et voilà, c'est pas... Après, il ne faut pas compter sur Sopiquet pour vous expliquer d'où vient le thon qu'ils vous vendent. Donc c'est là qu'il y a le travail aussi des ONG. Et puis après, les gens amorcent une réflexion là-dessus, un changement ou pas. Il y en a que finalement que ça touche pas plus que ça. C'est ça qui est compliqué. Est-ce que vous pensez, vous avez le sentiment qu'en France, parlons de la France, puisque vous êtes présidente de Sea Shepherd de France, vous trouvez qu'en France on n'est pas encore assez sensibilisé? Les consommateurs ne sont pas assez? Ni plus ni moins qu'ailleurs, simplement en France, sur la question alimentaire, je pense qu'on touche à un sujet particulièrement sensible parce que la gastronomie française, quand même, est très basée sur la charcuterie, les produits laitiers, le bon poisson, etc. Et du coup, dès qu'on aborde ce sujet-là, ça crispe. Et on se rend compte que, par exemple, il y a beaucoup plus de végétariens, beaucoup plus d'alternatives de choix végétariens dans les pays anglo-saxons, parce qu'ils n'ont pas cette culture, cette tradition culinaire française à laquelle on tient. Donc voilà, la question alimentaire, elle est plus touchy en France. Mais ça évolue quand même, dans le bon sens. Il y a beaucoup plus de végétariens aujourd'hui, et je pense que c'est de toute façon une tendance qui ne pourra pas repartir en arrière. C'est pas un phénomène de mode, tout simplement parce qu'on est dans une réalité écologique qui nous dépasse. En fait. On n'a plus vraiment le choix en plus. C'est ça, on n'a plus le choix. Et il va falloir qu'on évolue. Et c'est Darwin qui le disait, hein, les espèces qui survivent sont celles qui évoluent. Donc si on veut survivre, il va falloir qu'on évolue. Et surtout, il va falloir qu'on comprenne qu'on n'est pas en si bonne posture que ça. Parce que même si on est très nombreux, il ne faut pas se méprendre et croire que c'est un signe de bonne santé pour notre espèce. Pas du tout. En fait, les 3 signes avant-coureurs d'une extinction sont l'explosion démographique, la surexploitation des ressources et l'occupation de toutes les niches écologiques. Donc nous, on est en plein dedans. Donc voilà, si vous voulez voir une espèce en voie de disparition, vous vous regardez dans un miroir. Donc il va vraiment falloir qu'on change si on veut rester, si on veut durer un petit peu plus sur cette planète, parce qu'on est là depuis pas longtemps. Comparé aux requins qui sont là depuis 450 millions d'années, nous on est des tout petits joueurs. Mais quand on voit les dégâts qu'on a pu causer en si peu de temps, normalement, ça devrait nous motiver à y réfléchir et à agir surtout. Et à agir vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, quels outils de sensibilisation vous avez, et plus particulièrement auprès des jeunes, parce qu'en l'occurrence, ça passe avant tout par eux? Auprès des jeunes, ça se fait assez facilement, en fait, parce que Sea Shepherd, c'est comme je le disais, on va au charbon, on fait des actions qui parlent, qui sont... on parle d'animaux qu'ils aiment, en plus. Qui sont percutantes. On parle d'animaux qu'ils aiment. Pourtant, on fait des campagnes aussi sur des animaux qui sont moins charismatiques. Hein. On a fait des campagnes pour les concombres de mer, pour le krill. C'est moins médiatisé, mais parce que ça intéresse moins les médias, mais pourtant on s'y attaque aussi. Mais voilà, c'est vrai que toute l'imagerie de pirates et le fait qu'on va au charbon, entre guillemets, ça parle particulièrement aux jeunes. Et du coup, on n'est pas dans une posture où on va se demander comment toucher les jeunes, comment les convaincre, comment faire pour qu'ils s'intéressent au sujet. En fait, en ayant un discours naturel qui colle à la personnalité de l'association, finalement, ça fonctionne tout seul. Alors, vous pensez que modifier, changer les législations, en l'occurrence aussi la législation française, ça peut faire avancer les choses? Et puis sous question, c'est quels moyens vous pouvez avoir pour faire changer les législations internationales? Alors,
Je pense qu'il y a des législations qu'il faudrait modifier, c'est sûr. Mais déjà, si on faisait un arrêt sur image sur les législations qui existent à l'heure actuelle et qu'on s'occupait de les faire appliquer, ça changerait déjà énormément la donne. L'océan ne serait pas dans l'état dans lequel il est aujourd'hui si les législations existantes, elles étaient respectées. Donc le cœur du problème, il est là. C'est qu'une fois qu'on a voté les lois, il faut absolument qu'il y ait les moyens et la volonté politique et économique pour les faire respecter. Parce que c'est comme si vous instaurez un code de la route avec des limitations de vitesse, mais en même temps, il n'y a pas de radar, ou il y en a très peu, et puis il n'y a pas de flics, ou très peu, et il y en a qui sont corrompus là-dedans, et finalement, vous verrez que le code de la route, il ne sera pas très respecté. Hein. Donc, et là, en plus, il ne s'agit même pas de conduire plus vite pour arriver plus vite. Il s'agit de faire énormément d'argent. La pêche illégale, c'est des milliards d'euros. En fait, le trafic d'espèces sauvages est le 3e plus grand trafic au monde après le trafic d'armes et le trafic de drogue. Donc, si on ne met pas de vrais moyens pour faire respecter les lois à ce niveau-là, évidemment qu'on n'y arrivera pas. Et vous avez des moyens de pression pour faire bouger les États, les gouvernements, les politiques? Nos seuls moyens de pression, finalement, c'est le soutien du public. Parce que quand on alerte l'opinion sur une problématique et que le public suit, là, ça interpelle les politiques. Et ils sont pas bêtes, ils savent que les gens, c'est des votants, et qu'à un moment donné, s'il y a des exigences de la part des citoyens, s'ils veulent que quand ils se retrouvent devant l'urne et qu'ils mettent le bon bulletin de vote, il va falloir qu'ils prennent les décisions qu'il faut. Et finalement, notre seul levier, c'est celui-là, c'est le pouvoir que peuvent nous donner les gens qui nous suivent. Et du coup, de votre point de vue, qu'est-ce que individuellement chacun d'entre nous peut faire au quotidien pour faire avancer les choses? C'est hyper simple, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Un végétarien qui roule en 4x4 pollue moins qu'un omnivore qui roule à vélo. Donc c'est à la portée de tout le monde. Alors je ne vais pas dire forcément qu'il faut que vous deveniez vegan demain matin, parce que ça ne marche pas comme ça. Mais déjà amorcer une vraie réflexion sur ce que vous mettez dans votre assiette et sur ce que vous ne devriez pas y mettre. Quel est le prix en fait? Le prix de ce qu'il y a dans votre assiette. Le prix que vous ne payez pas vous forcément aujourd'hui, mais que vous allez payer, que vos enfants vont payer, que d'autres payent déjà aujourd'hui, et faire le ratio, en fait, avantage, inconvénient. Voilà, le plus gros impact qu'on a sur cette planète, c'est pas par ces choix de mode de transport ou d'autres, c'est parce qu'on choisit de mettre dans son assiette. C'est vraiment ça la pierre angulaire. Et c'est quelque chose que vous faites tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc plusieurs fois par jour, vous avez l'occasion, l'opportunité de faire évoluer les choses dans le bon sens. Mais je pense que ça sera possible, ça sera d'autant plus facile en tout cas, qu'on va avoir une multiplication